2. Ah ouais? Au pire, tant pis, on live pas. Voilà, fin. On live pas, mais on enregistre. Par contre, faut bien trigger l'enregistrement sur Riverside. Et voilà, on y va. Là, faut pas lui faire perdre son temps. Ouais, j'ai toute la journée, hein, il est Ça. 8h du matin. C'est moi, ça. donc, Pour l'instant, ça va. C'est plutôt nous qui sommes en fin de course là. c'est bien parce que c'est la lumière dans le studio est vraiment bien avant 9h le matin. Parce que sinon, le soleil rebondit en arrière et ça devient un peu trop... Ah oui, tu deviens surexposé? Ouais, exact. Ok. Exact. Et c'est difficile pour moi parce que si je fais un recording au cours de la journée, au fil de la vidéo on voit ça a pris beaucoup de temps. Ça Mais bon, devient je tout pense blanc. que- ouais, je Et, pense et toi, que, juste bon. pour en prier. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre, juste pour vous signaler que vous êtes actuellement en live. Bisous. Ah, génial. Ah, C'est super. la régie. Bon. Merci. Bon. Merci Thiel. Excellent. Et bienvenue à tous. Nous sommes avec Aaron de la société Gumloop. Et l'objectif, c'est de tenter un nouveau format sur Underscore, à savoir à distance. Et on va à nouveau parler du monde de l'automatisation. Pour ceux que ça intéresse, on avait déjà fait une partie ce matin. On a un peu parlé de MCP, fait découvrir ça aux gens qui nous écoutent, mais quand même part du principe qu'on a une audience qui n'est pas non plus méga bien cuve. Il y a des techs dedans, qui n'est pas forcément au fait de comment les corporates utilisent le no-code. Et c'est quoi le no-code en entreprise, tu vois. Et donc le but, ça va être de leur expliquer justement où vous en êtes, c'est quoi votre vision aussi sur l'évolution des automatisations. Déjà, en petit préambule, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire à toi? Parce que je sais que c'est sûr, dans le live, il y a des gens qui vont te reconnaître. Parce que tu as un visage. Ou alors, ils savent pas trop. Tu sais, ils sont entre deux. Ils savent qu'ils t'ont vu quelque part, mais ils savent plus trop où. Est-ce que tu peux te replacer un peu? Ouais, bien sûr. Très content d'être là. Donc oui, Aaron Korimlit. Ouais, une histoire un peu... je sais pas si le mot est bizarre. Et donc non, je viens du Québec, comme vous pouvez l'entendre. Moi, j'ai commencé une chaîne YouTube en 2019 qui s'appelait Automate All the Things, où est-ce que j'enseignais surtout Airtable, mon premier amour, Airtable, jusqu'à ce jour, toute la journée dans Airtable. Et ensuite, je me suis joint à Airtable, où est-ce que j'étais sur leur chaîne YouTube. Donc, je suis sûr que parmi les gens qui me reconnaissent, c'est peut-être de là. Ensuite, j'ai fait 2 ans chez Webflow, ou 3 ans chez Webflow, et maintenant chez Gumloop. Toujours une passion pour l'automatisation, no-code, permettre aux gens de créer des applications ou des systèmes auxquels ils ne pourraient pas sans écrire du code. Donc, ça a toujours été ça un peu la ligne directrice de ma carrière. Et donc, je suis très, très content d'être chez Gumloop et content d'être ici. Et ben, justement, la raison, l'idée initiale que moi j'ai eue en voulant t'inviter, c'est quand j'ai découvert justement la boîte que tu as rejoint maintenant, qui s'appelle donc Gumloop. Et pour vous donner un tout petit peu de contexte, l'objectif de la discussion, c'est pas forcément... Évidemment, c'est d'expliquer un petit peu ce que vous faites chez Gumloop, mais au-delà de ça, c'est de comprendre qu'est-ce qui est en train de changer dans le monde de l'automatisation. J'ai l'impression que, tu vois, si on fait le bilan des 10 dernières années, dans ce qui est automatisation de processus, on a eu de l'amélioration, on a eu un écosystème qui s'est vachement développé dans le no-code, mais on n'a pas forcément eu des grosses révolutions qui sont venues tout bouleverser après la création et l'invention du no-code, entre guillemets. Et j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais qu'en ce moment, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont en train d'être rebattues. Il y a des choses qui bougent. Et c'est pour ça que des nouvelles boîtes se créent. D'ailleurs, souvent, c'est à ce moment-là que des nouveaux projets se créent, lèvent des fonds et essayent d'aller conquérir des marchés parce que justement, les règles du jeu sont en train de changer. Ouais. Et donc, je trouve que Gumloop, moi, quand je suis tombé dessus, voilà, donc full disclosure, c'est pas une collab, etc. C'est vraiment moi qui suis tombé dessus et je me suis dit, oh waouh, ces gars-là, donc vous êtes une petite équipe à San Francisco, vous avez une approche qui est très nouvelle de l'automatisation et du no-code et vous avez plein de... On va rentrer dans le détail et faire peut-être des démonstrations ensemble, mais il y a quand même un regard assez neuf de ce que pourrait être l'automatisation à l'ère de l'IA, justement.
Et ça m'a vraiment parlé. Est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens justement dans le no-code et pourquoi ça t'a séduit de rentrer chez Gumloop? Ouais, donc moi, utilisateur de Zapier, Make, tout depuis 10 ans. Je me rappelle la première fois que j'ai utilisé Zapier, c'était comme, wow, j'ai un pouvoir maintenant. Je peux passer des informations du point A au point B. Et en fait, comment je suis venu à Gumloop, c'est que j'étais chez Webflow et j'utilise souvent cette histoire-là parce que je pense que ça parle un peu de qu'est-ce qui est possible et où est-ce qu'on s'en va. Donc, moi, mon ancienne patronne, Emily, se levait le matin, allait sur Reddit et me disait on a 5 plaintes sur Reddit. Est-ce que tu peux t'en occuper? J'étais partie de l'équipe de communauté. Et je disais, Emily, on a 5 plaintes sur Reddit, mais probablement 400 sur Twitter auxquelles on ne répond pas. Parce que je suis pas capable d'identifier auxquels on doit répondre et auxquels je peux laisser passer. C'est des gens qui disent « Ah, j'adore Webflow. » Bon, on fait rien avec ceux-là. Et donc, il n'y avait pas de solution vraiment. Donc, soit je passais la journée à répondre à tous ces utilisateurs-là. Et donc là, quelqu'un m'a parlé de Gumloop. J'ai dit, peut-être qu'on pourrait passer chaque message à l'IA et dire, est-ce que je dois répondre? Est-ce qu'un humain doit intervenir? Est-ce que c'est une question ou c'est juste quelqu'un qui est content avec notre... Et en 30 minutes, j'ai été capable de créer une automatisation qui prenait chaque message, Reddit, Twitter, LinkedIn, et disait, est-ce qu'un humain doit répondre? Et ensuite, j'ai dit, wow, je me suis sauvé. C'est pas que c'est une automatisation auquel j'ai pas pensé. C'est juste que c'était impossible d'automatiser de cette façon-là. Et ensuite, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on pourrait écrire des rapports? Est-ce qu'on pourrait dire à chaque semaine, voici ce que les gens ont dit à propos de nous en ligne? Et on a été capable de faire ça. Ensuite, on avait une base de données de tous les messages qu'on a reçus et on peut voir qui interagit avec nous, qui n'interagit pas avec nous. Et tout ça grâce à un outil qui me permettait de le faire en 30-45 minutes. De monter ce type d'automatisation-là. Donc, moi, je m'appelle la journée que j'ai commencé à utiliser Gumloop, j'ai tout de suite écrit à Max et j'ai dit est-ce que je peux venir travailler? Il n'était pas aussi performant et aussi beau que Gumloop l'est aujourd'hui, mais je voyais le petit potentiel. Mais donc, c'était impossible avant. Le coup de cœur que tu as eu, il était sur le critère du coup de l'efficacité, pas dans l'exécution, mais à quelle vitesse tu vas toi pour créer des automatisations, c'est ça? D'une part, et c'est aussi que je pense que de ton point au début, il y avait beaucoup d'hypothèses dans les outils d'automatisation que Gumloop n'avait pas. Donc, sans être trop technique, tous les outils d'automatisation avant assumaient que c'était trigger-based. Il y avait quelque chose qui se passait quelque part, on envoyait les données ailleurs. Il y avait quelque chose qui se passait au point A. Nous, le travail de ces outils d'automatisation, c'est de le prendre, l'envoyer. Si tu voulais transformer les données, si tu voulais lire les données, si tu voulais dire, moi, je veux lire tout mon Google Sheet, mon Airtable au grand complet et le passer à l'IA, pas possible. Et donc, quand moi, j'ai commencé à utiliser Gumloop, très inconfortable. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, pourquoi je pouvais loop, pourquoi je pouvais passer à travers une liste. Parce que dans les autres outils, c'était possible, mais c'était plutôt pour ajouter une petite donnée à chacun, faire un calcul. On ne pouvait pas prendre les données au grand complet et ensuite les envoyer à l'IA parce que l'IA n'existait pas. Donc, toutes leurs hypothèses étaient linéaires, alors que Gumloop, c'est beaucoup plus créer n'importe quoi un peu. Et avec l'IA, ça permet énormément de valeur. Donc, si je comprends bien, la prémisse de beaucoup d'outils, c'est de travailler au niveau de l'événement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive et on le traite de manière très microscopique. C'est-à-dire que j'ai un mail qui arrive, je traite le mail, par exemple. Alors que là, la nouveauté, c'est que tu peux traiter la masse, c'est ça? Oui. Tu l'expliques beaucoup mieux que moi. À ma défense, première. En français, c'est pas mon habitude, mais voilà. L'exemple du mail, c'est parfait. Donc, tous les outils d'automation peuvent dire mail catégorise. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est support? Est-ce que c'est un paiement qu'on doit faire? Alors que l'innovation, un peu, c'est de dire prends tous mes mails sur les 6 dernières heures, écris-moi un résumé. Donc, ce type d'opération-là, c'est nouveau parce que avant l'IA, ça n'avait aucun sens de prendre tous leurs mails et de les mettre dans du texte. Ça n'avait aucun sens.
Alors que maintenant, c'est ce qu'on veut faire le plus. Ouais, c'est un cas d'usage qui n'existait même pas vraiment. Exact. Est-ce que, plutôt que de théoriser, est-ce qu'on ne regarderait pas des exemples concrets Ouais, bien sûr. à quoi ça ressemble? Donc là, je vais partager mon écran. Screen. Je vais partager dans un instant. Je vais amener ça ici. OK. Donc, je pense que... Parfait. Tu vois mon je écran, vois. on est bien. Je vois tout. OK. Je vais t'amener un peu pour pas que... Voilà, je vais t'amener ici. Voilà. Donc, je sais qu'un exemple que toi, t'aimes beaucoup, c'est l'idée de analyser... on peut en monter. Tu poses-moi des questions, tu me dis... OK. Donc, lui, on donne un hashtag sur TikTok. Donc, Gumloop, je vais utiliser Gumloop comme exemple. OK. Ensuite, on utilise un node qu'on appelle MC. Peut-être à la base, je vais montrer un peu de quoi ça a l'air Gumloop. Donc, Gumloop, c'est un outil d'automation où on ajoute des nodes. Des nodes, je ne sais pas ce qu'on en français en fait. Un nœud. Des étapes. Un nœud. Un nœud, ben oui, voilà. Nœud. Ouais, voilà. Et ça, chacun représente une étape de l'automatisation. Donc, à la base, ici, on va dire, bon, ben, quel hashtag est-ce qu'on veut monitorer sur TikTok? Donc, moi, je vais mettre Gumloop comme exemple. Donc là, c'est ton entrée. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble à un formulaire, c'est-à-dire que c'est joli. Oui, on peut même l'ouvrir, on peut le rouler d'ici. On peut dire Gumloop et Aaron à gumloop.com. Et je vais le rouler. Et on va voir le progrès. Pendant que ça progresse, je vais un peu parler de qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc, l'utilisateur va remplir le formulaire. C'est une parmi les plusieurs façons qu'on peut commencer une automatisation. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tous les TikTok qui parlent de Gumloop. On va les trouver, on va aller chercher une photo, on va revenir avec c'est qui le créateur, combien de likes et... Attends, je t'interromps, pardon, je t'interromps 4 secondes, mais est-ce que on a bien cliqué sur Record sur Riverside? Parce qu'on a les rushs en local, mais il faut, dans ton interface là, regarde, vas-y. Pour être sûr qu'on a... C'est bon ou pas? Le bouton rouge là, qui s'appelle Record. Ouais. C'était bon ou pas? C'est juste, je suis désolé parce que... Ça nous moi, je le vois à 0 en ce moment. Ouais, c'est pour ça. Non, en gros, il n'est pas... on aura l'enregistrement local, mais... Ouais, pas en... Ah, mais moi, je peux... Ah non, moi, je peux pas... Charlie, clique sur le bouton en icône à droite. En bas, ouais, voilà. Non, à droite, encore. Non, reviens, descends la souris. À droite d'OBS. À droite, voilà. Et là, tu cliques sur... Voilà. OK, mais vous l'avez en local jusqu'à ce moment-là pour que moi, je l'ai aussi. C'est pour ça. On a, pas de souci. OK, super. Donc là, on record... Comme ça, on aura une en doublon. Ouais. Donc là, tu as tes entrées qui arrivent dans un nœud. Alors, juste pour bien comprendre, c'est le nœud en question, il correspond à une intégration. Est-ce que c'est comme dans Zapier où vous avez dû vous intégrer avec plein de services, c'est ça? Exact. Donc ici, on peut voir à gauche notre librairie d'intégration. Et la différence avec, je ne dirais pas tous les outils d'automatisation, mais nous, ce qu'on veut, c'est que tu n'as pas besoin d'aller payer pour OpenAI, le scraping. Nous, tout est inclus dans notre outil. Donc, quand on montre les intégrations, tout ce qu'on fait ici est inclus dans ce que tu payes pour Gumloop. Je peux parler un peu des crédits, comment ça fonctionne, mais on a, on peut regarder un peu Zendesk, YouTube, Google Meet, Jira, Instagram, tous les outils qu'on utilise à tous les jours. Et on a aussi aller chercher des données externes, donc aller scraper faire du website scraping, aller faire du enrichment avec Apollo, aller comprendre un peu nos utilisateurs. Et on a plusieurs types de nœuds. Donc, ensuite, on en créera une coupe. Je peux montrer un peu comment on crée. C'est un peu différent, beaucoup plus, un peu plus comme Figma, un peu. On met des notes, on peut les mettre un peu n'importe où. Beaucoup plus, moins linéaire comme automatisation.
Donc là, typiquement, vous avez développé des intégrations avec TikTok. Oui, exactement. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est qu'on va aller chercher le hashtag que l'utilisateur rentre. On va aller chercher les 10 résultats les plus récents. On va les scraper, on va comprendre qu'est-ce que ces gens-là disent à propos du hashtag. Et ensuite, c'est là, on va analyser chacune des vidéos avec l'IA. OK, donc attends, là, quoi? Alors déjà, quoi? Ouais. Comment tu analyses des vidéos en masse avec... Mon cerveau d'ingénieur voit 12 problèmes avec la phrase que tu viens de dire, tu sais. Ouais. Donc déjà, récupérer des vidéos de TikTok en grande quantité et les analyser avec l'IA. Ouais. On vit dans un nouveau monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est exactement comme aller sur nos notes d'IA. Je peux en montrer, on en a plusieurs. Ask AI, c'est un peu comme aller dans ChatGPT et écrire un prompt, mais qu'on peut ajouter du contexte du workflow. Donc ensuite, je te montrerai un workflow où est-ce qu'on peut poser des questions à un document très pratique sur une entreprise à partir de Slack ou à partir de mail. Mais la différence, c'est que tu peux le faire à un volume de milliers de prompts par jour avec aucun souci. Ensuite, extract data, lire des documents. Donc dire extract, sors-moi l'adresse du contrat, va me chercher le lien dans un mail. Donc, aaron@gumloop.com, reviens-moi avec gumloop.com parce que j'ai besoin de cette information-là plus tard. Categorize, c'est dire est-ce que c'est positif, négatif, est-ce que c'est du feedback qui fait partie de notre produit. Et ensuite, on a créé des images et analysé des images. Donc, un des outputs du TikTok, c'est le lien downloadé du TikTok en tant que tel. Et ensuite, on le passe à l'IA. Donc, c'est comme aller dans Gemini et mettre le vidéo pour que l'IA regarde la vidéo et nous explique ce qu'elle voit. Ben, elle, je ne sais pas si on peut faire l'IA comme ça. Donc, on a un prompt qui dit « Explain what this TikTok is about ». Donc, ça va faire un petit résumé. Et ensuite, on va prendre tous ces résumés-là. On voit que c'est en loop mode. Donc, ça va analyser chacune des vidéos. Et le output, c'est le texte. C'est un peu ce que l'IA a analysé. Et on va prendre tout ça ensemble. Ici, là, c'est un peu de formatage. Et on va demander à l'IA, une fois de plus, de nous écrire un rapport basé sur les analyses de chacune des vidéos. Donc, il faut s'imaginer dans notre tête, on a 10 vidéos. On passe chacune dans l'IA pour dire, dis-moi qu'est-ce qui est dans cette vidéo. On a maintenant 10 petits rapports, un pour chaque vidéo. Ensuite, on prend tous ces rapports-là et on demande à l'IA, une fois de plus, de dire, écris-moi un rapport basé sur ces analyses. Relève ressort des trends, parle-moi un peu de qu'est-ce que les gens disent de positif, de négatif. Et on passe aussi toutes les données, le nombre de likes, le nombre de reshares, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Et on demande même à l'IA de nous écrire un rapport avec un format spécifique. Donc, on a beaucoup de... ici, je peux le partager, là, ce workflow-là, c'est un template. Écris-moi, envoie-moi un mail HTML avec un certain formatage. Pour qu'il soit joli. Oui, exact. Donc, je peux montrer un exemple. Ça ressemble ici. C'est hallucinant. Vraiment. Et pour moi, c'est un peu exceptionnel. Ben, plus que je joue avec ça, l'IA est exceptionnelle à formater des mails. Compresser de la donnée de manière propre, synthétique. Exact. C'est hallucinant. Donc, ça, c'est automatisé. Donc là, on peut même le dire. À chaque vendredi, je veux recevoir ce rapport. Ce type de workflow où on va chercher plusieurs données à l'interne, à l'externe, et on vient les mettre ensemble pour que l'IA analyse et nous revient avec ce qu'on a besoin de savoir. Pour moi, c'est un peu c'est magique. Et maintenant, c'est l'idée de faire ça il y a 1 an, c'était impossible. Mais c'est ça, parce que je pense que peut-être certains se rendraient pas forcément compte à quel point c'est fou non, mais à quel point c'est une révolution. C'est que si tu dézoomes, t'as 4 pauvres blocs connectés entre eux, et ton résultat, c'est une analyse approfondie de ce qui se dit sur ta marque, sur de la vidéo en plus. C'est-à-dire que
si tu réfléchis à justement entre guillemets dans l'ancienne manière de fonctionner, comment tu ferais d'un point de vue de l'ingénierie? C'est un casse-tête sans nom. C'est-à-dire que tu dois t'intégrer avec l'API de TikTok, exfiltrer des quantités importantes de vidéos, donc les télécharger. Donc ce que ça veut dire, c'est que de manière sous-jacente, il y a de la gestion d'erreurs, de la gestion du fait que tu dois pas te faire ban par l'API parce que tu demandes trop en même temps. Ouais. Toutes ces choses-là, c'est d'une complexité sans nom. À interpréter avec un système automatisé d'IA, à créer des rapports. Enfin, je trouve que ce qui me fascine le plus, la raison pour laquelle, en voyant cette démo, j'avais absolument envie qu'on discute, c'est qu'il y a une sorte de rupture entre un moment où il y avait qu'un cabinet de conseil qui pouvait te faire ça. C'est-à-dire que il y a que les boîtes du S&P 500 ou vraiment des gros groupes qui étaient en mesure d'avoir ce genre d'intelligence à leur disposition de manière récurrente, des rapports, des choses comme ça étaient hors de portée de la boîte de petite taille en fait. Ouais. Et pour moi, ce qui est le plus ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire, moi je pense que on a plusieurs... Tu sais, quand moi je pense à ce que les gens font en entreprise, c'est souvent les gens qui vivent le workflow, c'est les experts du workflow. Par exemple, tu es vendeur. Toi, tu sais, tu vas aller dans Salesforce, tu vas aller lire, tu vas aller analyser. Les meilleurs vendeurs comprennent exactement les étapes qu'ils doivent suivre pour vendre. Ils le vivent au jour le jour. Malheureusement, c'est souvent pas les gens qui peuvent automatiser leur workflow. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont experts, qui adorent ce qu'ils font, c'est souvent ceux qui veulent le plus comprendre. Disons, la personne qui analyse. Tu sais, si on regarde ce workflow-là, il y a une expertise quand même de dire c'est quoi le prompt parfait, c'est quoi les TikTok qu'on doit aller trouver, comment on génère le rapport exactement qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Souvent, ça, c'est les gens, comme par exemple, chez moi, chez Webflow, moi, je pouvais identifier exactement le message, parfois sarcastique, parfois méchant, parfois super positif. Je pouvais reconnaître la personne pour même dans mon prompt de dire si c'est cette personne-là qui nous envoie un message, ignore ou répond. Et donc, il y a une certaine expertise, mais malheureusement, il y avait une impossibilité des gens qui sont experts dans leur workflow de les automatiser et de créer, de faire plus. Et donc, je pense que c'est moi ce que j'aime le plus dans Gumloop, c'est qu'on assume et ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse les utiliser. Donc, moi, on veut permettre à n'importe qui de automatiser les workflows. Et donc, si je peux te montrer quelque chose que je pense que là, je ne l'avais pas préparé, mais je suis très confiant que ça va fonctionner. On a récemment lancé l'IA, pas juste dans tous nos workflows, pas mal utilisent l'IA, mais de pouvoir demander à l'IA, nous, on a Gummy, qui est notre agent, qui peut créer des workflows. Et pour quelqu'un qui comprend, qui dit, moi, je comprends pas l'automatisation, Gummy à la fois peut créer le workflow et enseigner un peu comment le workflow fonctionne. Donc, je veux dire, je sais qu'il y avait un exemple que dire, je vais le faire en anglais, et je suis pas mal sûr que Gummy pourrait le faire en français, mais... T'as l'habitude. Ouais, exact. Je veux dire, given a YouTube link URL, transcribe the video and draft a blog post. Donc, par exemple, on a un workflow où est-ce qu'on veut prendre un vidéo YouTube et on veut into Google Docs. Donc là, Gummy comprend c'est quoi Gumloop, naturellement, et il va commencer à nous donner un plan. Voici ce qu'il pense que notre flow devrait contenir. Une fois qu'on a un plan, il va exécuter chaque étape du plan en ajoutant les nœuds sur et créer notre flow. Donc, nous, je pense que c'est aussi un exemple de dire, si toi, tu comprends exactement ce que tu veux construire, ton automatisation, Gummy va pouvoir t'aider à le construire. Bon, receive YouTube URL, extract video, transcribe, draft blog post, create Google Doc. Donc parfait. Là lui, en gros, il a interprété ta demande et il comprend directement quel bloc il faut agencer et surtout quelle connexion faire entre eux, c'est ça? Ouais. Et même écrire les prompts. Moi je dis toujours, je pensais, beaucoup d'outils ont des IA, des chatbots. Moi, je dis toujours le bon barème pour voir si tu as un bon chatbot, c'est est-ce que tes experts l'utilisent? Est-ce que les gens qui sont dans ton outil à tous les jours l'utilisent? Moi, j'utilise Gummy tous les jours parce que Gummy va écrire des meilleurs prompts que moi.
peut travailler pendant que moi, je fais d'autres choses. Et voilà, donc là, on a input, YouTube transcript. C'est un de nos nœuds que tu peux ajouter pour aller chercher une vidéo YouTube. Va s'arrêter quand on a besoin de moi pour ajouter des données connectées à un outil. Mais non, il va parfaitement créer ce workflow-là. Voilà, connecte, passe les données. C'est assez. Il y a 2 mois, c'est fou. Ouais, c'est assez hypnotisant à regarder. Ouais. Et moi, Gummy ne va jamais être moins bon qu'il l'est aujourd'hui. Il va toujours s'améliorer. C'est la pire version qu'on constate actuellement. Exact. Exact. Mais là où je trouve qu'il y a un point intéressant, c'est que il y a plusieurs. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs approches du futur de l'automatisation avec de l'IA. Il y a des services qui travaillent vraiment sur des interfaces logiques nodales qui discutent entre elles, qui sont assistés avec des agents de création. Il y en a qui vont aller très très loin dans la direction IA justement, et qui vont imaginer qu'en fait dans le futur il y aura même plus des systèmes de nœuds comme ça, mais vraiment ce sera juste des agents qui vont eux-mêmes décider de la logique des choses. Et vous avez une sorte de philosophie que je trouve intéressante. J'ai l'impression que vous êtes entre deux. C'est-à-dire que vous êtes ni très optimiste sur le futur des modèles et en même temps très avancé par rapport à N8N ou des Zapier. Comment tu nous décrirais cette philosophie? Oh, mon sujet préféré. C'est que... je vais essayer de l'articuler d'une belle façon. C'est que, en théorie, on veut tous la même chose. En théorie. On veut tous aller dire « Donne-moi un rapport sur ce qui se passe chez TikTok. » En théorie. On aime l'idée de quelles tâches devraient finir aujourd'hui, ne sont pas prêtes. Tu sais, on veut tous simplement écrire ce qu'on veut et avoir une réponse. Ça, c'est le but. Même idéalement, on ne l'écrit pas. On fait juste le penser et voilà, on a une réponse. En pratique, et quand je dis en pratique, je parle en entreprise. Il y a un désir en ce moment, surtout, comment dire, quand on utilise ces outils qui nous promettent un employé marketing, fais juste lui dire écris-moi un blog post, va écouter YouTube, écris-moi un blog post. Ensuite, tu réalises, tu dis il comprend peut-être pas nos blog posts. Il sait pas comment on écrit. Nous, on a cet autre outil-là que on doit formater les images. Nos images sont dans ce format-là. Et tu réalises que le vrai monde est compliqué. Et voilà pourquoi nous, on est employés. Le vrai monde a des certaines connaissances qu'il faut avoir, qu'en ce moment, ces employés virtuels, ça finit par être plus de travail. Donc, on aime tous l'idée. Est-ce que justement, pour qu'on embarque vraiment tout le monde avec nous, pour ceux qui ne sont pas très, très, très au courant de l'actualité des nouvelles boîtes Y Combinator, tu vois, de ce qui se fait de plus nouveau dans le monde de l'IA et des agents, est-ce que tu veux expliquer un tout petit peu d'abord, c'est quoi l'idée de ce type de boîte? Tu parlais d'employés virtuels. C'est quoi un peu cette idée d'employé virtuel? Je vais un peu faire un spectre. On a ici workflow. Je dirais très linéaire. Lorsque je reçois un formulaire sur le web, envoie-le à Salesforce. On est ici. Et l'autre ici, c'est explique ce que l'employé doit faire, l'employé à l'IA, et l'employé, il te revient lorsque c'est fini. Et on a au milieu, je dirais, des concepts de agents. Agents, c'est tu leur donnes certains accès à certains outils et ils peuvent, tu sais, Devin par exemple. Devin, tu lui donnes accès à ton code de ton application et Devin peut interagir avec ton code. Cloud Code, par exemple. Très dans le code, c'est ce genre d'agents-là, mais il y a de plus en plus d'outils qui vont dire donne-moi accès à tes mails, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire et moi, je vais aller travailler sur tes mails et je te reviens lorsque c'est fini. Donc, il y a comme un spectre. Et par exemple, Notion a annoncé très récemment les Notion Agents, qui sont justement dans cette catégorie-là, un agent, un chatbot avec qui tu discutes, qui a accès à des outils extérieurs, etc. Ouais. Et
nous, ce qu'on remarque, et c'est qu'il y a un fort désir de simplement dire à l'IA quoi faire et d'aller le faire. Et qu'elle le fasse. Ouais, voilà. En pratique, les choses sont plus compliquées. Il y a certains moments où est-ce que tu veux vouloir trier mes mails. Mais il y a d'autres moments de dire mais si c'est un mail d'un employé ou d'un client qui a un contrat, j'ai besoin de suivre des étapes spécifiques. Et à ce moment-là, c'est là que l'IA dit j'ai pris tes PDF, je l'ai mis dans Google Drive, et tu dis mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc là, ça devient beaucoup de travail. Donc pour nous, par un peu l'historique de Gumloop et où est-ce qu'on s'en va, nous, on a commencé par pas le plus difficile, mais le plus... c'est-à-dire, les étapes sont suivies. On sait qu'est-ce que le workflow va faire. Et on s'en va de plus en plus vers l'IA qui contrôle un peu comment ton workflow fonctionne. Donc, un bon exemple, on a ajouté un nœud qui s'appelle Router, où est-ce que l'IA décide de la prochaine étape. Donc, par exemple, c'est très souvent dans des Slackbots. Donc, je peux en monter un dans un moment si on veut. Un Slackbot qui dit j'ai une question par rapport à un document. Ça, quand on a une question par rapport à un document, on va utiliser ce workflow A. Par contre, si c'est une recherche par rapport à un utilisateur, on va utiliser le workflow B. Et c'est l'IA qui décide c'est quoi la bonne prochaine étape, mais une fois décidé, c'est linéaire. C'est-à-dire que c'est déterministe. C'est dans un environnement beaucoup plus contrôlé. Oui. Là aussi, je comprends bien quand les boîtes qui essaient de faire des employés virtuels, ils ont cette idée que même la décision des étapes, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel on va appeler tel ou tel outil n'est pas décrit de la manière dont on peut voir actuellement via des graphes, etc., par un humain, ou un humain assisté par Gummy. Mais c'est l'IA elle-même qui aurait l'autonomie pour dire « Ah tiens, je vais appeler TikTok. Maintenant, je vais appeler Gemini pour lui faire analyser la vidéo. Maintenant, je vais appeler un outil de rapport pour faire générer le rapport. » Et je trouve que l'exemple que tu as montré avant, avec justement cette analyse en mode cabinet de conseil de l'ensemble d'une plateforme, je trouve que ça montre justement où est-ce que ces nouvelles boîtes vont atteindre leurs limites. C'est-à-dire que là, d'un point de vue c'est bête, mais d'un point de vue des performances, tu veux traiter 100 vidéos en parallèle ou de manière séquentielle et t'essayes de faire ça à un agent, je pense que ça va jamais marcher, quoi. Et d'une part, et c'est aussi que même le rapport va être différent à chaque fois. Et là, tu peux même écrire, fais-moi le rapport, tu sais, et le temps que ça prend pour nous, aujourd'hui, et on parle aujourd'hui, parce que je pense que dans 6 à 9 mois, ça va être complètement différent. On pense, en ce moment, on trouve, tous nos clients nous disent la même chose, on aime l'idée, mais en pratique, c'est plus de travail. Ceci dit, de plus en plus, ce qu'on voit nos clients vouloir et utiliser, c'est ce que je dirais un peu semi-agentique. C'est-à-dire, on veut définir les outils auxquels l'agent a accès et parfois créer des workflows déterministes. Un bon exemple que j'aime utiliser, c'est on a un client qui veut créer, c'est-à-dire quand un vendeur sent qu'un client va quitter, on veut créer un Slackbot qui dit, l'étape 1, c'est dis-moi le nom du client. Bon, tu réponds avec le nom du client. Ensuite, une fois que le nom, on va aller dans Salesforce, on va comprendre l'historique, c'est quoi la discussion. Ensuite, on va aller vers nos données internes pour dire qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là et revenir avec quelque chose de précis. Genre, on peut lui offrir 20% de rabais pour l'année prochaine. Donc, il y a un non-déterminisme dans le sens où la personne peut répondre, mais il y a quand même un déterminisme dans le sens où il faut savoir c'est quoi le nom du client. Il faut aller dans Salesforce. Il faut revenir avec 4 ou 5 options qui sont valides d'après ce que l'entreprise peut offrir, qui est écrit dans un Google Doc. Donc, à un certain sens, on veut donner l'autonomie à l'agent d'exécuter, d'aller lire le Google Doc, de comprendre le Salesforce,
mais d'une façon qui est déterministe. Contrôlable, Donc, ok. Intéressant. Exact. Donc là, le client dit toujours je dois être confortable dans un non-déterminisme, mais aussi que je veux que toutes les étapes soient suivies. Donc, nous, c'est là vers où on va évoluer la plateforme. Un exemple, ça serait que tu crées un agent avec un prompt qui dit voici ton objectif et voici ce à quoi tu as accès, par exemple Salesforce, mais aussi des workflows déterministes. Donc, il y a un moment où tu dis une fois que tu as trouvé le client dans Salesforce, tu dois exécuter ces étapes-là parce que l'entreprise exige que ça soit ça le workflow. Et donc, ça va être un peu comme un genre d'agent au-dessus des workflows. Ouais, une sorte d'hybride avec le meilleur des deux mondes, en fait. Exact. Moi, on va justement montrer un peu d'autres démos parce que je trouve qu'avec avec ce genre d'outils, ce qu'on a toujours... On voit qu'il y a un océan de possibilités, mais c'est toujours quand on voit des cas concrets qu'on réalise le potentiel infini. Moi, je vais aussi vous partager des manières dont on utilise ou on teste Gumloop dans notre boîte actuellement. Et avant ça, juste, je trouverais ça intéressant de s'attarder un peu sur la manière justement dont on construit un outil comme vous le faites, et des décisions qui sont assez audacieuses, je trouve, que vous avez fait, et qui, dans les faits, marchent plutôt bien, je trouve. Donc, typiquement, le premier truc dont je voulais parler, c'est l'idée que quand tu construis une automatisation, tu es très vite poussé à la réutiliser. Oui. Et ça, je trouve que, pareil, en tant que développeur, c'est un truc qui a toujours été frustrant dans la plupart des autres outils historiques, c'est qu'ils n'étaient pas conçus d'entrée de jeu pour te faire réutiliser ton travail. Alors qu'il y a un principe fondamental que tous les développeurs connaissent, c'est « don't repeat yourself ». C'est à partir du moment où tu t'es cassé la tête à faire quelque chose de complexe, tu vas prendre cette logique, la cacher, en fait, tu la caches derrière une interface facile à utiliser et tu peux la réutiliser partout. Ouais. Et moi, c'est le premier truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que je sais pas qui sont les fondateurs de Gumloop, mais visiblement ils pensent pas trop mal. Mais c'est un truc qui a été anticipé tout de suite. Oui, mais est-ce que je peux être vraiment honnête avec toi? Quand j'ai commencé à utiliser Gumloop, faisons un petit workflow. Je vais parler un peu de quoi tu parles, mais moi, le fait qu'il y avait ça, c'est les subflows, quand toi tu parles, hein, les subflows. Mais moi, le fait qu'il y avait plusieurs flows dans une incompréhension complète. Ok, c'est marrant. Mais en parlant avec Max et Raoul, c'est que eux, c'est des développeurs. C'est des gens très techniques. Donc, pour eux, cette idée de fonction, cette idée de réutiliser, c'est à la base quelque chose à quoi eux, ils pensent toujours comme développeurs. Et donc, pour eux, c'était intuitif. Et une fois que tu l'utilises, oui, c'est super intuitif. Tu dis, c'est le problème qu'on a en automatisation, souvent, c'est que 10% des gens créent 80% des automatisations et de la valeur. Et donc, eux, leur premier souci devrait être comment je fais pour partager ce que j'ai automatisé avec d'autres personnes. Et les outils d'automatisation jusqu'à ce jour assument que s'il y a un événement, c'est la façon qu'on va partager, c'est grâce à cet événement-là dans cet outil-là. Mais Gumloop a dit non, il y a des gens qui veulent juste rouler leur automatisation click-play, comme on dit. Mais, et donc, à la base, moi, comme utilisateur, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. Maintenant que je vois comment les entreprises les utilisent. Donc, j'ai un petit flow ici, si tu veux, on peut... on va voir. OK. Donc, je vais commencer... on va commencer ailleurs. Attends, on va... Slack Flow. Je vais faire ça... Save, juste en fermer un. On va en créer un simple. Moi, ce que je veux, c'est que quand quelqu'un dans Slack pose la question, c'est quoi le maximum de rabais qu'on peut donner à un utilisateur qui n'est pas content ou à un client, ça va lire un document, je pense que c'est Sales Guidelines. On veut que l'IA lit ce document-là et me revienne avec une réponse. Très simple, très commun. Et ensuite, on va dire, c'est quoi la version extrême de ce workflow-là? C'est quoi la version un peu... Donc là, Gummy pourrait le construire en 2 minutes. D'ailleurs, Gummy a super bien
construit notre petit workflow YouTube. On le met un lien, ça n'a aucun souci, ça l'a construit pendant qu'on parlait. Oui, j'ai même pas réagi. C'est vrai, j'ai même pas réagi. Non, on est tellement rendu habitué. Moi, il y a 3 mois, Gummy est meilleur que 90% des utilisateurs nouveaux sur Gumloop. Moi, je dis aux gens, utilise Gummy. C'est la meilleure façon d'apprendre Gumloop. Moi, j'ai plus de travail parce que j'ai plus besoin d'enseigner Gumloop. Tu t'es fait remplacer. Ouais, non, mais vraiment. Je suis extrêmement content. Donc, on va ajouter... Comment on s'imagine ce workflow? C'est qu'on va aller dans Slack, on va lire le document, on va envoyer le message et le document à l'IA et on va répondre. Donc, à la high level, c'est ce qu'on veut faire. Donc, chacune de ces étapes-là est un nœud. Donc là, Slack Message Reader, on va aller lire le message dans Slack. Donc, un peu là, on va configurer. Moi, je l'ai monté dans Cohort QA. On va le faire comme un trigger. Tu vois, il y a une différence pour nous de juste... On peut lire tout le channel, lire tous les messages, faire un résumé. Ça, c'est très, très commun aussi. Moi, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un message, je veux qu'on roule le flow. Je veux qu'on le fasse. On va ignorer les messages de bot pour ne pas créer un loop infini. Et là, on va lire chaque message. Première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lire le document. Le document qui est ici. Super simple. Juste mettre le lien. Voilà, on a le document. Là, je vais save, je vais run juste pour qu'on voit un peu. Quand on run, on dit exécute chacun des nœuds. Donc, on a le dernier message. Ensuite, on a le document. J'ai tout le contenu du document. OK. Ensuite, je veux passer le message et le document à l'IA pour dire question, réponse. Simple. Right? Comment on utilise l'IA? Je vais dans Using AI, Ask AI, ça c'est utiliser ChatGPT. Imagine, je suis convaincu que beaucoup des gens qui regardent cette émission vont dire moi, ce que je fais quand on a une question, je vais dans ChatGPT, je dis est-ce que tu peux m'aider avec cette question? On met la question, on met le document en lien, formate-moi une réponse. Maintenant, on peut faire ça dans les outils qu'on utilise à tous les jours. Donc là, je vais ajouter. Et donc là, on a un prompt. Moi, ce que j'aime faire, je vais aller dans Gummy. Je vais dire write me a prompt that takes as input a Slack message from a user about our sales guidelines and the sales guideline doc and returns a response. La raison pourquoi j'utilise l'IA pour écrire un prompt, paresse. L'IA est exceptionnel à écrire des prompts. Et Gummy est exceptionnel, parce qu'ils sont ils vont écrire un prompt beaucoup plus précis. Et c'est excellent comme point de référence, comme début. C'est beaucoup plus facile à modifier qu'écrire You are a support analyst. Il y a le rôle, le contexte, le contenu, le output. Moi, j'aime utiliser l'IA. Et avec Gummy, c'est très facile parce que Gummy comprend le flow, va connecter les différents nœuds, s'il y a une erreur, va ajuster, va comprendre c'est quoi les prochaines étapes. Et donc, moi, j'utilise toujours Gummy pour écrire mes prompts. OK. Donc là, c'est en train de comprendre un peu notre flow. Gummy, toujours difficile en live, hein, quand on dit parce que... Parce que naturellement, tu irais faire autre chose pendant ce temps-là, en général. Moi, c'est ce que je fais. Tu vois, je lance un agent et puis je vais faire autre chose. Rapide quand même. Rapide. Donc, you are a helpful sales assistant. Tu vois, moi, j'aurais jamais écrit ça et le prompt a une immense influence sur le output. Donc là, ce qu'on dit, c'est You are a helpful sales assistant. Voici le message de l'utilisateur. Voici le document de référence. Donc, c'est lui-même il a trouvé quels inputs étaient les plus pertinents, etc. Ouais, il a tout connecté. Honnêtement, je dis pas ça parce que je travaille chez Gumloop, mais l'idée que... juste un petit... moi, j'ai appris que l'IA, quand tu ouvres Gumloop, n'a aucune idée c'est quoi Gumloop. Donc, nous, à chaque fois, on est en train d'expliquer c'est quoi Gumloop à le modèle fondationnel. Et le fait que l'IA est capable... OK, Gumloop, c'est ça. OK, voici un flow. OK, je comprends. Il est capable de tout faire. C'est vraiment... fascinant. Je pense que c'est incroyable. Voilà. Mais ce que je trouve très marrant, c'est que
ça fait quand même un an que tu es dans la boîte au moins, non? Ouais. Et on dirait que tu es toujours aussi émerveillé. Non, mais moi, je dis ça, tu sais, ça fait quand même peut-être 10 ans que je travaille dans ce domaine. Moi, à chaque semaine, et je pense qu'ici, je travaille des gens beaucoup plus jeunes, beaucoup, tu sais, qui ont toujours eu l'IA comme compagnon de travail. Donc, moi, j'apprends énormément. Et je dis en blague, moi, j'arrive le lundi, je parle à l'équipe, ils disent cette semaine, on va tenter de faire ça. Ils me disent moi, je dis impossible. Les gars, on va jamais être capable de faire ça. Vous êtes fous. Hein? Et vendredi, ça fonctionne. Et souvent, même moi, hors Gumloop, tu sais, eux, ils vont me pousser à dire bon, mais tu peux, toi, maintenant, même comme personne, moi, j'écris pas de code, j'ai jamais écrit de code de. Ben oui, un peu, je comprends beaucoup, j'ai travaillé beaucoup dans la technologie. Mais même moi, avec l'IA, ce que moi, je suis capable de faire comme employé a complètement changé. Hein. Moi, j'écris des SQL queries. Maintenant, je vais dans notre base de données. Je suis capable de syncer des choses grâce à Cloud Code, Cursor. Mais c'est aussi cette idée que moi, maintenant, je peux faire plus des choses qui m'étaient inaccessibles. Et donc, dans Gumloop, on permet aux gens de faire. Donc, oui, moi, je suis émerveillé. J'adore mon travail maintenant parce que toutes les choses que je me disais, ça, il fallait que je demande à quelqu'un, il fallait que je parle aujourd'hui, je dis non, l'IA va m'aider. Pas toujours parfait, mais pour beaucoup de ce que je fais, l'IA est exceptionnelle. Donc, pour le flow, donc là, on peut renvoyer la réponse. Maintenant qu'on a l'IA qui nous donne une réponse par rapport à la question, il faut qu'on la renvoie dans Slack. Donc là, je vais la renvoyer dans Slack. Donc là, dans Gumloop, on connecte. Je viens de connecter, je vais le refaire un peu plus lentement. Si je veux passer la réponse de l'IA dans Slack, je connecte et je passe la valeur. OK. Et où est-ce que je vais envoyer cohort? Je vais répondre en thread. Si on les gens qui sont... Ouais. C'est juste pour que la personne sait à qui on répond. Et là, au niveau du modèle, du modèle d'IA, qu'est-ce que tu peux mettre ce que tu veux? Oui, exact. Bon point. C'est un vrai utilisateur. De Gumloop. Exact. Ce que je disais au début, c'est que Gumloop, on inclut tous les modèles. Donc, on peut mettre un modèle plus avancé si on veut une réponse plus pensée, plus nuancée. Si on veut une réponse plus rapide, on peut utiliser quelque chose comme Nano, Mini. Et on a tous les modèles. Donc, OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Llama, DeepSeek, XAI, vraiment toutes les options. Et quand on est client de Gumloop, on n'a pas besoin d'aller avoir une clé API chez OpenAI. Tout est sur Node. Tu vois, ici, on a un crédit. Ça, c'est le coût du workflow. Donc, nous, on paye OpenAI pour utiliser leur modèle. Et donc, nos clients ne font que payer nous. Mais ce qui est cool, c'est que pour les clients qui sont peut-être ont des plus gros besoins, des plus gros volumes, tu peux aussi mettre ta clé. Oui. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je pense qu'il y a plein de gens dans ma catégorie qui font beaucoup d'automatisation déjà, etc. C'est un critère important de pouvoir dire, OK, je vais défoncer l'API d'OpenAI. Et heureusement, je peux mettre ma propre clé aussi. Si je dépasse certains volumes, c'est important. Exact. Et aussi, c'est que c'était une grosse... Nous, la plupart de nos clients, c'est aussi des grosses boîtes. Pour eux, c'est aussi une question de sécurité, c'est une question de savoir que leurs données sont... Tu sais, nos données, on ne traîne pas sur les données. On a nos OpenAI, Anthropic et tout ça, on a des accords avec eux pour pas qu'ils traînent sur les données que nos clients nous donnent aussi. Mais quand tu es une entreprise avec plusieurs milliers d'employés, il faut un niveau de sécurité supérieur. Et on peut utiliser leur propre clé aussi de suivre combien ça coûte, de savoir où vont les coûts pour l'IA. Et, donc là, et ça inclut aussi les données de Apollo, scraping, tout. Faut jamais, nous, on essaie le moins possible de devoir que nos clients doivent aller ailleurs. On veut que tout soit inclus. Et typiquement, il n'y a pas besoin d'aller se brancher sur une API Google, sur la console. Non, on ne veut jamais ouvrir la console Google. Voilà, exactement. C'est règle numéro 1. C'est ça. On dit, la journée que quelqu'un doit ouvrir une Google Console, on n'a pas fait notre travail. Exact. Et donc là, typiquement, si on va dans Slack, ça va fonctionner? Oui, c'est bon. Donc là, disons une question. On va essayer de trouver une réponse. Je vais, tu sais, là, le client veut 20% de rabais. Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que j'ai...
Prepay incentives. C'est comme un document. OK. Prohibited deal terms. Contracts above 24 months. Donc là, un vendeur dit Can I give a 36-month contract? Il faudrait apprendre OK. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Gumloop reçoit la question. Donc là, on va aller voir, est-ce qu'on a reçu la question? Voilà, running. Qu'est-ce que ça veut dire running? On peut cliquer, voir le flow en cours. OK, on a lu le document, on a demandé à l'IA la réponse. Hi Aaron, thanks for your question. According to our sales guideline, the maximum contract duration we can offer is 24 months. Donc là, l'IA a lu le document. Donc si on va dans le prompt, on a tout le document dans le prompt. Et nous est retourné une réponse. Hi Très Aaron, cool. thank you for... Très cool. Donc là, très simple. Très simple, 2-3 minutes. Ouais. Donc, c'est quoi le... Niveau 2. Niveau 2. Donc là, je vais... C'est dans le même channel, donc on va faire... Voilà. OK. Donc là, Slack Flow. OK. Qu'est-ce qu'on... Je vais le remonter ici. Donc, le niveau 2, là, moi, je voulais... J'ai une petite image, j'aime beaucoup montrer le flow. C'est ce que j'enseigne dans les... On fait des cohorts où est-ce que les gens peuvent passer une semaine à apprendre comment automatiser avec l'IA. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que quelqu'un nous donne une adresse mail dans Slack. On va aller faire des recherches sur c'est qui ce client-là. Ensuite, on va aller lire dans HubSpot tous les tickets, là, les support tickets, comprendre un peu c'est quoi les interactions qu'on a eues avec ces clients-là. On va générer un rapport, un rapport court. Et ensuite, on va amener ce rapport-là dans Slack pour que n'importe qui puisse dire est-ce que je peux avoir un rapport à propos de Bill Gates? On va le connecter à notre calendrier pour qu'à tous les matins, on reçoit un rapport sur tous les clients auxquels on parle aujourd'hui. Et on va créer une interface où est-ce que n'importe qui dans la boîte peut rentrer un mail et qu'on va aller faire ce rapport-là. Donc ça, c'est un peu ce que tu disais au début, de dire, OK, est-ce qu'on peut créer une automatisation qui crée le rapport et ensuite amener ce rapport-là dans différentes places que notre boîte utilise pour travailler? Et donc, là, ça va être peut-être un peu difficile de... s'imaginer, c'est un workflow peut-être un peu plus avancé. Donc là, dans Slack, on reçoit un message, comme avant. Ensuite, on a un agent qui se pose la question, est-ce que c'est une question à propos d'un rapport? Si oui, on roule le rapport. Donc sinon, fait rien. Il fait du routage, en fait, lui. Ouais. Donc ça, c'est le début de nos agents. Ça, c'est l'étape 1 qu'on a pris vers les agents, de dire, on peut évaluer, on peut avoir l'IA qui évalue, est-ce que c'est une question à propos d'un rapport? Si oui, exécute le workflow A. Okay. Sinon, exécute le workflow B. Si c'est une question à propos d'un document, exécute le workflow C. Si l'utilisateur ne nous a pas donné toutes les informations, exécute le workflow D. Donc, c'est la première fois qu'un l'IA va décider c'est quoi la bonne prochaine étape basée sur nous, ce qu'on veut comme le créateur du workflow. Donc, ici, c'est un rapport. Attends, je vais formater un peu Ah, c'est beaucoup plus beau. Hein? Donc, router qui décide, est-ce que c'est une question pour un rapport? Si oui, trouve le mail, c'est le mail auquel on va, et roule le rapport, formate le rapport, renvoie-le dans Slack. Donc, si on peut s'imaginer ici, je l'ai ici. Donc, Slack, identifie si c'est un message à propos d'un rapport, roule le rapport, le rapport prend le mail, va chercher les données de la compagnie, va chercher toutes leurs informations dans HubSpot, Salesforce, génère-moi un rapport, formate le rapport pour Slack, renvoie-moi un rapport. Donc, de quoi ça a l'air dans Gumloop. Et ça, pour les gens qui sont pas... les gens qui prennent nos cohortes, apprennent ça, deuxième journée, ils sont capables de créer ces rapports-là. Ça semble un peu complexe, mais étape par étape, c'est très facile de s'y rendre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que visuellement, c'est OK. Donc là, ce qu'on voit, c'est le routeur en haut, là, ouais, ici, qui te fait tes deux scénarios, ça? Exact. Donc ça, c'est un rapport.
Si c'est pas un rapport, on fait rien. Et donc, on va l'essayer. Il faut toujours essayer. Et ici, le research flow, c'est ça ici. On va prendre, c'est le subflow. On prend le mail, on va chercher, on fait une petite recherche sur la compagnie. Avec Perplexity, on va chercher leur site web. On va dans HubSpot aller chercher tous leurs tickets, tous leurs support tickets. On utilise l'IA pour nous écrire notre rapport. On retourne le rapport. Et c'est la démonstration de ce dont je parlais, la question de la réutilisation. C'est que j'ai l'impression que souvent dans la manière dont tu es censé développer quelque chose dans Gumloop, c'est d'abord tu traites par exemple le cas où il y a un seul item. Donc mettons, tu gères un message ou un mail ou un document. Ouais. Tu crées toute l'automatisation en question. Et en fait, tu peux l'intégrer dans un subflow, comme vous dites, donc une fonction qui, elle, peut être déclenchée sur des milliers d'items, en fait. Exact. Et de plusieurs places. Et ça, je trouve, c'est très puissant. Oui, c'est ça, et depuis plusieurs endroits différents. Exact. Et c'est puissant parce que enfin, moi, j'ai fait un essai, par exemple, avec la boîte mail de la boîte. Ouais. Donc, comme tu t'en doutes, on a une chaîne YouTube plutôt exposée, et donc notre boîte mail, c'est le chaos. C'est le chaos, on a vraiment des centaines de mails tous les jours, toutes les semaines. Et malheureusement, la réalité, c'est que du coup, on ne sait pas bien prioriser. Il y a des mails qui sont pas urgents, voire qu'il faudrait pas traiter, et d'autres, pour le coup, qu'on va rater dans la masse, quoi. Donc, c'est un vrai problème pour nous. Et toutes les tentatives que j'avais fait initialement, d'essayer d'automatiser ces choses-là, se heurtaient souvent à des problèmes de passage à l'échelle. Où en fait, ok, tu fais ta petite démonstration sur 10 mails, ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que si tu veux passer à l'échelle et que tu commences à avoir beaucoup de volume, tu vas te prendre des problèmes avec l'API de Gmail. T'as pas assez de quotas ou je sais pas quoi. Tu dois toi-même intégrer de la logique de délai pour éviter de casser l'API, en fait. Et je me suis très vite heurté à des problèmes. Pour faire mon expérience, j'ai testé la même chose dans Gumloop. J'ai vraiment connecté tous les mails de la boîte, fait un système de routage comme tu as montré là à l'instant, et je les run sur toute la boîte mail. Donc, je pense des dizaines de milliers de mails. Et le truc s'est passé, mais nickel, quoi. Et c'est pour ça, là, j'ai un peu halluciné parce que t'as ce truc très puissant où tu testes sur un mail, tu testes sur un item, tu testes sur un mail. Donc ton expérience de développement, elle est cool, quoi. T'es pas en train de dépenser des millions en tokens, etc. Et derrière, t'appuies sur un bouton, là, c'est le bouton loop, c'est ça? Ouais. Et bam, tu passes à l'échelle, quoi. Ouais. Et très content que Subflow, c'était intuitif pour toi. Et je sais pas si tu as pris les cours sur Gumloop. Peut-être ça a aidé. Mais je ne sais pas que je vais répondre à ça. Donc oui, c'est exactement. Donc cette idée de OK, je vais prendre un mail, je vais faire de la recherche et ensuite s'il y a 10 000 personnes qui demandent des rapports en même temps, aucun problème. On peut les louper, on peut les connecter à un Google Sheet pour dire voici mes 100 clients auxquels je vais parler ce mois-ci, fais-moi un rapport pour chacun d'eux. Vraiment aucun souci. Et je pense que pour nous, c'est un défi technologique aussi. Là. Je dirais, nos clients aiment le volume, aiment on va passer notre Salesforce cette nuit. Est-ce que vous êtes prêts à 75 000 workflows en même temps? Oui, on a appris comment gérer ce type de workflow-là à volume. Ça m'intéresse justement. Est-ce que ce que moi je te fais comme retour là de premier utilisateur, c'est un truc que vous entendez régulièrement sur entre guillemets les avantages de cette approche-là par rapport à d'autres solutions qui existent déjà? Vous avez déjà eu des mêmes genres de qualités qui sont remontées? Oui, je dirais que moi, la façon que je vois, c'est que c'est souvent, même chez Airtable, je voyais le même des mêmes tendances un peu ou le même pattern pour utiliser un mot anglais. C'est que les utilisateurs disent je comprends rien, c'est de la merde. Et après 2 heures ou avec un tout petit peu d'effort,
disent je peux plus m'en passer. Donc, nous, notre rôle, c'est de comment on facilite ce début. Comment on permet aux gens de comprendre un subflow. C'est bizarre de commencer avec un subflow. Pourquoi je commencerais avec un... Tu sais, pour beaucoup de gens, c'est un peu non intuitif. OK, il faut que je commence avec un et ensuite, on va créer un autre flow qui va... Tu sais, et donc, moi, beaucoup de mon travail, c'est de comment j'amène ce concept-là pour que n'importe qui puisse le comprendre. Et heureusement, Gummy m'aide énormément. Ouais. En fait, tu t'as pas fait exprès, mais tu te transformes un peu en prof de programmation parce que derrière, 100%. ce que tu apprends, c'est des concepts, les bonnes pratiques en réalité de comment on crée du logiciel. Et c'est ce qu'on reproche pas mal aussi parfois au no-code en général, peut-être à juste au mauvais titre, mais c'est que ça permet... on va dire, ça donne l'illusion qu'il n'y a pas besoin de compétences pour faire du no-code. Ah, je t'ai perdu, non, tout va bien. Non, je suis en Ok, parfait. Ça donne l'illusion potentiellement qu'il n'y a pas besoin de compétences maintenant pour automatiser. Or, c'est pas vrai. C'est juste l'interface qui change, c'est plus du code, mais tu as toujours besoin de compétences et de savoir-faire et d'avoir des bonnes pratiques, etc. Et donc, tu as toujours une courbe d'apprentissage. Alors, elle est différente, mais elle existe. Et la grosse différence, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que cette idée que les gens qui créent des systèmes extrêmement compliqués qui, à certains moments, sont essentiels pour leur boîte, alors qu'ils sont non développeurs, c'est un talent. C'est vraiment si on peut trouver des gens qui nous, on le cache pas. Hein, dès qu'on trouve, parfois, il y a des clients. On voit quelqu'un qui est exceptionnel à Gumloop, on l'engage. Parce on s'imagine l'impact que cette personne-là peut avoir, oui, dans leur boîte où est-ce qu'ils sont, mais aussi chez nos autres clients. Et donc, et nous, ce que je dis toujours, c'est que, et c'est vrai dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, Airtable, Webflow, maintenant chez Gumloop, les gens qui sont exceptionnels au no-code tendent à voir they get promoted. Parce qu'ils ont tellement un impact, parce qu'ils comprennent les workflows, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Et c'est un outil qui leur permet d'automatiser leur travail auquel ils sont déjà bons. Et donc, pour moi, c'est toujours quelque chose que j'aime voir. Quelqu'un qui dit hey, j'ai créé ce workflow-là, c'est aussi bon que moi, et je peux faire d'autres choses. Et pas juste ça, mais ils sont bons à leur travail et sont capables d'automatiser. C'est vraiment exceptionnel pour moi. Ou alors, c'est un talent. Ou alors, j'ai fait halluciner mon manager parce que j'ai des résultats de fou. J'imagine que c'est aussi de par l'audience nouvelle que tu touches, c'est des gens dont limite on n'attend pas d'eux qu'ils soient des builders en fait, qui créent eux-mêmes des processus répétables et tu leur donnes l'outil pour. Ils vont peut-être faire agréablement. Leur manager, ils peuvent être agréablement surpris, quoi. Ouais, nous, on a un vendeur chez une immense boîte qui dit moi, j'ai assez vendu pour tout le trimestre, le premier mois. Donc, il a passé les 4 prochaines semaines à identifier tous les workflows, tous les trucs chiants dans sa job. Faire de la recherche sur un client, catégoriser les clients, identifier s'ils ont des localisations physiques ou s'ils sont juste en ligne. Et les workflows que ce gars-là a créés, j'ai jamais... Écoute, et quand les autres ont vu ce que lui faisait, la boîte a dit non, tout le monde doit avoir accès à ça. Et donc, lui, maintenant, son rôle, on l'a engagé, en fait, ce gars-là. Et c'est quand déjà quelqu'un qui est bon à leur travail, c'est une nécessité parce qu'ils doivent comprendre ce qu'ils font, ont cette capacité à dire comment est-ce que je suis capable d'être builder aussi? Est-ce que je suis capable? Et nous, ce que j'aime avec Gumloop, c'est vrai de plusieurs outils de no-code, on ne va pas juste se mettre nous là-dedans, c'est qu'on donne les outils à ces gens-là. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est ce que j'aime le plus de mon travail. Ouais. C'est de voir ces gens-là pouvoir créer quelque chose qu'ils ne s'imaginaient pas être capable. Ouais. Est-ce que on peut... C'est pas un secret où est-ce qu'il bossait, ce gars? Shopify.
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Il paraît qu'il était Shopify, qui est une plateforme d'e-commerce gigantesque. Il paraît qu'il utilisait 1 million de crédits par jour. Ouais, pas loin. Hein. Je dirais oui. Peut-être pas, on va le dire. Beaucoup de crédits. Je veux dire que je vais donner un chiffre exact. Beaucoup de crédits. C'est même pas c'est pas tant le nombre de crédits. Oui, nous, c'est sûr qu'on l'a remarqué, mais ce qui est exceptionnel, c'est que lui, il disait, et maintenant, tout le monde veut l'utiliser. Ces workflows-là, parce que tu dis, bon, mais moi, je me sauve 4-5 heures par semaine, et c'est des workflows qui étaient impossibles sans l'IA. Parce que c'est énormément de travail à comprendre c'est qui ce client-là, aller chercher des données à l'interne, à l'externe, utiliser l'IA pour te donner une réponse. Et moi, quand je l'ai vu, je dis, merde, c'est fou. Jamais j'aurais été capable de... Mais pour donner un élément dans le sens de ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'il y a probablement une interprétation de gens qui connaissent le no-code, ont déjà vu pas mal d'outils qui existent depuis longtemps, et qui savent qu'il y a une sorte de gouffre entre parfois la théorie, ce qui est avancé en termes de marketing dans des entreprises de no-code, que genre c'est bon, maintenant tous les employés vont pouvoir automatiser leur vie, machin, et la réalité, tu te rends compte que en fait il y a très peu d'adoption, ou alors que les workflows ils sont construits une fois par un employé, mais en fait le truc il pète tout le temps, il est pas du tout... Enfin voilà, le truc c'est un enfer à maintenir. Tu réalises que il faut des experts en réalité qui doivent être formés à l'outil, donc tu te retrouves à réinventer le concept d'un développeur. Et donc, je pense que tu as une position sceptique comme ça qui peut se tenir totalement. Mais là, où je trouve que, justement, cette nouvelle génération d'outils va peut-être amener quelque chose de réellement, une réelle rupture, c'est que j'ai comparé typiquement le nombre de nœuds qui étaient nécessaires dans GameLoop par rapport à d'autres outils de no-code pour faire la même action. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir comme nuance, c'est que un nœud, tous les nœuds ne sont pas équivalents. Et donc typiquement, un exemple parlant, je trouve, c'est le nœud extraction de données du web. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Ouais, le scraper. Et celui-là, peut-être nous expliquer comment il fonctionne, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, en lisant comment il marchait, je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Non, alors c'est pas celui-là dont je parle. C'est celui où tu as une IA qui va pouvoir faire des recherches sur le web et extraire de la donnée. Oui. Tu vois. Ah oui, ça c'est le AI Web Research. Ça. Un de mes ça c'est fou, ça. C'est fou. Est-ce que tu veux expliquer comment ça marche et combien de nœuds il faudrait normalement pour le faire, tu vois? OK. Faisons juste, je vais finir le workflow qu'on a. Je veux le montrer, ensuite on fera le IA Web Research. Je l'ai monté. Attends, là, je suis rendu où? On va fermer ça ici. Je suis perdu un peu là. Donc, on va fermer ça ici. Ici, Slackflow. Là, on est. OK, c'est bon. Donc là, juste finir ce qu'on avait fait, on pourra le edit après. Donc, ça, c'est, je veux dire, can I get a report? Là, moi, je mets tout le temps Sam Altman Test parce que j'ai envoyé des mails à Sam Altman par erreur. Et une fois, il a dit non à un de mes meetings. J'ai dit, OK, non, mais lui, il y a des chances que je le rencontre dans la rue. Il va se dire, t'es chiant. Hein. Donc là, OK, voilà. Donc là, c'est en train de rouler le rapport. Ouais. C'est en train de... voilà. Ah, j'ai oublié le thread ID ici. Petite erreur. On va... Un truc marrant, c'est que tu peux faire fixe avec Gummy, par exemple. Oui. Et qui te résout tes problèmes tout seul. Donc ça, c'est marrant. Ouais, ça, c'est... encore une fois, mon travail est en jeu. OK, on va le réessayer. Voilà. Et ensuite, AI Web Research. Honnêtement, mon nœud préféré. Hein. Je suis content que tu l'aies amené. Ensuite, on fera un peu MCP si on a le temps. Là, si on peut montrer un peu le Previous Runs. Voilà. La pub commence à être longue. Ça n'est pas une pub. Ouais, non, on pourra la couper. T'inquiète pas. Non, je lisais les messages du chat. Ah, OK. qui disent que... qui sont en mode, mais c'est une pub et tout ça. Non, c'est pas vraiment, je vous répète, c'est juste... Moi, ce que j'aime bien, c'est pas aller avec des gens qui essaient de construire les outils du futur. Et si ça se trouve,
si ça se trouve, ces idées-là, que vous avez, elles vont être... Ce qui est probable, c'est qu'il y en ait d'autres qui les ont en même temps, qu'elles vont être reprises, etc. C'est juste un indice. Moi, j'aime bien aller fouiller justement les boîtes qui sortent de Y Combinator, entre autres, et de parler avec, parce que c'est une sorte de sonde sur à quoi pourrait ressembler le travail dans les prochaines années, à quoi va ressembler l'automatisation. Et je trouve ça trop passionnant, quoi. Donc ça justifie, pour moi, de pouvoir discuter avec tout le monde. J'ai pas de... Tu sais, je pense qu'il va y avoir énormément d'outils comme Gumloop. J'espère avoir choisi le bon. Et moi, j'ai utilisé Zapier, N8N, Make, Airtable Automations, Slack Automations depuis. Et tu vois, je pense qu'on va vivre dans un monde vraiment, vraiment intéressant sur la prochaine année, les 2 prochaines années. Et moi, je suis très content de travailler quelque part où est-ce qu'on travaille là-dedans. Est-ce qu'on essaie de le comprendre, on essaie de l'avancer, d'utiliser tout ce que j'ai appris sur les 10 dernières années pour avancer Gumloop. Donc là, où est-ce qu'il roule le flow? Hein? Ah, voilà. Can I get... Voilà. Et on a notre rapport sur très cool. Sam dans Slack. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus utile quand on comprend un peu c'est quoi le rapport et quand on l'utilise au jour le jour. OK, AI Web Research. Donc ma question c'est, comment ça marche et pourquoi il fallait beaucoup plus de nœuds que ça avant? Oui, donc AI Web Research, c'est un modèle d'IA. J'aime le positionner à l'inverse des modèles d'IA qu'on connaît. Donc, comment OpenAI fonctionne, comment ChatGPT fonctionne, c'est qu'il y a un training, il y a une date à laquelle il n'y a plus de données et on parle à le training data, par exemple. Donc, ils vont dire, nous, on n'a pas de réponse depuis le 12 janvier. Et donc, si on pose une question, et si le modèle reconnaît que c'est peut-être des données plus récentes que tu as besoin, il va aller faire un web search. AI Web Research, c'est l'inverse. Assume que tu veux toujours des données en date d'aujourd'hui. Et va faire le tour du web pour essayer de trouver les données que tu cherches. Donc, c'est l'inverse un peu des modèles, c'est-à-dire tu veux toujours aller chercher le web et de trouver la réponse. Ça serait quoi un exemple classique? Est-ce que, par exemple, nous, je sais qu'en ce moment, on cherche à recruter des développeurs en Rust. Est-ce que tu pourrais faire un nœud qui, avec par exemple, l'identifiant GitHub d'un candidat, va extraire des informations? Ouais. OK. Given a GitHub user. Donc là, ce que ce nœud-là fait, c'est que tu mets un prompt qui dit moi, je vais te donner, t'offrir, te donner, I'll give you a username. So, given a GitHub username, return their personal site, their email, their LinkedIn. Voilà, faisons ça. Et là, on va dire generate inputs and outputs. Ça veut dire, basé sur mon prompt, identifie ce que moi, je vais te donner venant du reste de mon flow et identifie les outputs. Donc là, ça veut dire, OK, moi, ce que je comprends, c'est que tu vas me donner un GitHub username. On l'a updaté, je ne sais pas si tu le regardes, tu l'as vu récemment. Et je vais retourner le personal site URL, email, LinkedIn URL. Donc là, ça serait... j'imagine le reste de mon flow, ça serait peut-être connecté à un GitHub repo. D'ailleurs, on a un workflow que tu mets un GitHub repo, ça trouve les plus grands contributeurs. Ensuite, ça utilise AI Web Research. J'avoue, j'avais même pas pensé. J'avais même pas pensé à ça. Ouais, je peux. Okay, donc, ce serait qui un GitHub qui est disons quelqu'un qui est assez connu là, qu'on pourrait GitHub. Je vais utiliser GitHub Supabase Contributors. Je vais essayer de trouver un que je connais. C'est qui les top contributors? OK, donc là, scénario, c'est on veut recruter des développeurs excellents en Rust. En plus, Supabase, c'est du... Non, je sais plus. Ouais. Est-ce que tu as un GitHub username de quelqu'un que tu voudrais tester? Je sais que Prisma, tu peux mettre Prisma, c'est du Rust, par exemple. Prisma, GitHub, c'est quelqu'un qui est connu en... Okay. C'est un projet qui est écrit en Rust. Voilà. Est-ce que, disons, on va essayer...
lui, OK, c'est qui le contributeur? Est-ce que je peux voir un contributeur en tant que tel? Parce qu'il faut que je... Dans la liste, ouais, à droite. Voilà. Ouais. Donc là, mettons, donc on est un employeur comme nous et on cherche des super bons candidats. On va essayer Voilà, de faire, on va faire une IA qui, à partir d'un nom d'utilisateur, va elle extraire toutes ces infos. On peut imaginer justement, contributors, voilà. ouais, un contributeur. On peut imaginer une grosse dédicace à lui. Ouais. Et on peut imaginer justement que là, on va le faire pour une personne, mais que ce sera possible facilement de passer à l'échelle. C'est ça qui est fou. Ouais. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que AI Web Research fait, c'est que ça cherche à travers le web. Ça essaie de trouver exactement la donnée qu'on demande. Donc, souvent, c'est même dans des contextes où dire, je vais donner le nom d'une entreprise, retourne-moi. Voilà. Ça a fonctionné. Donc là, je ne vais pas montrer le mail. Ouais. Je ne vais pas le montrer, mais ça a trouvé le mail, le LinkedIn, où ça l'a trouvé. Et si on a un modèle plus avancé, ça va donner un niveau de confiance, le lien de leur site personnel. Et donc maintenant, on peut faire des workflows, comme tu as dit, beaucoup plus compliqués. On peut mettre un GitHub repo, trouver les contributeurs, trouver leur mail, Et être prêt. On a même nous, je pense que notre CEO utilise ça, et l'IA qui détermine s'ils seraient intéressés à se joindre basé sur leur expérience sur une compagnie comme la nôtre. Est-ce qu'ils travaillent chez Facebook? C'est probablement pas un bon fit. Donc, on peut créer des workflows beaucoup, beaucoup plus complexes. Parce que justement, pour quelqu'un qui a déjà utilisé ChatGPT, il se dit, bah oui, mais la recherche web, je l'ai. C'est bon, genre, je sais déjà que l'IA, elle est branchée au web. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la structure. C'est-à-dire que oui, l'IA au milieu a une capacité d'exploration du web, mais tes entrées, elles sont définies, structurées une fois pour toutes. Donc là, c'est par exemple un username, voilà. Et tes sorties aussi, elles sont définies, prédictibles. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que elles sont adaptées à être utilisées ensuite. Donc, tu peux imaginer les brancher sur un Google Sheet ou déclencher le fait qu'on leur écrit on prépare un mail pour peut-être en démarcher certains. Je vais montrer un dernier truc. Je sais qu'on est way over. On coupera tout. Donc, on a un client qui utilise HP. Donc, HB, je ne suis pas connecté. Attends, mais je vais utiliser un autre. On peut même, genre, Airtable, par exemple. On a des nodes avec l'IA. Tu peux dire, given an email, create a record with the user's information. On peut créer des nodes avec l'IA aussi. Et donc, nous, on a des clients qui utilisent ça pour ensuite directement l'envoyer dans leur Applicant Tracking System, HP. Et donc, on peut créer des workflows pour toujours ajouter des nouveaux candidats dans notre workflow. Donc, vraiment, ce qui est excitant, comme tu dis, c'est que oui, on peut utiliser Deep Web Research, mais il n'y a pas la structure. Et donc, il faudrait une autre étape de IA pour tu vas avoir un gros truc de texte, sors les données. Et honnêtement, AI Web Research, c'est phénoménal. On oublie la quantité d'informations qu'on a sur le web. Et ça te permet de trouver exactement. Donc, c'est un des nœuds les plus puissants chez des gens qui sont comme tu me donnes un commerçant, je veux savoir combien de commerces ils ont à Paris et je veux avoir leur adresse. Et ben, je pensais que c'était important d'en parler parce que justement, pour distinguer la promesse marketing de la réalité et de la raison pour laquelle vous avez l'air d'avoir de l'adoption réelle dans les boîtes, c'est qu'en fait, si ton workflow, il te prend 16 étapes, ou alors, si c'est 5, eh ben, je sais pas comment dire, mais ça se joue sur les détails. C'est-à-dire que c'est pas on n'est pas en train de réinventer complètement la manière dont on automatise les choses, mais il suffit que tu passes de 16 étapes à 5 étapes, et là, d'un coup, tu vas avoir beaucoup plus envie de le faire, et naturellement, tu vas même être un peu addict, je pense. Et te mettre à vouloir tout automatiser. Vraiment. Moi, je suis là, je suis définitivement addict à tout mettre dans Gumloop. Et dans l'automation en général. Donc, nous, je pense que oui, on essaie que notre marketing reflète vraiment ce qui est possible. Donc, on ne va pas dire AI employee. On parle pas beaucoup d'agents.
on parle de workflow agentique, mais on évite le mot agent parce que c'est pas un agent aujourd'hui. Parce que c'est déterministe dans nos workflows et on trouve que ce blend de workflow déterministe avec de l'IA qui en fait partie, c'est là qu'il y a beaucoup de valeur pour les entreprises. Et on va peu à peu, et je dirais dans le prochain mois, probablement quand cette émission va sortir sur YouTube, on l'aura déjà, des workflows agentiques. Où est-ce que ça va être un agent qui a accès à des outils et à des workflows et qu'on peut configurer pour dire dans ces instances-ci, utilise ce workflow-là, voici ce que je veux que tu accomplisses, voici les choses aux quoi tu as accès, workflow, outils. Le fameux hybride entre les deux mondes, en fait. Ouais. Oui, je pense que c'est là qu'on voit la valeur avec les entreprises. C'est pas dans le AI employee, fully agentic, c'est dans ce hybride-là. Et nous, on veut toujours, un client nous dit ce qu'ils veulent et on va essayer de le livrer. Hâte de voir ça. Énormément plus à montrer, mais je pense qu'on a montré les bases. Évidemment. On aurait envie de tout couvrir. Moi, je trouve un truc que je trouve génial, je te le dis en passant, mais c'est l'approche de pouvoir coder son propre nœud. Ça, c'est quand même... Oui. Quand je parlais des trucs osés, c'est-à-dire que c'est quand même fallait avoir l'idée, quoi. Enfin, surtout, fallait... Au-delà d'avoir l'idée, il fallait se dire que Madame Michu allait développer son nœud en Python, tu vois. Ouais. Une note là-dessus. Ouais. Quand je me suis joint, on m'a dit quelque chose, et je sais qu'on est way over time, mais c'est pas grave. Ouais. L'IA est exceptionnelle à utiliser des custom nodes et à utiliser des MCP nodes. Parce que ce que je veux dire, c'est que oui, pour nous, ça a l'air intimidant, mais nous, on savait dès le début que toutes nos affaires de join list items, des affaires comme ça qui sont essentiellement des list transformation, l'IA va dire non, mais c'est de la merde, je veux juste écrire le code. Et l'IA, nous, c'est ce qu'on remarque quand les gens utilisent Gummy. L'IA va dire OK, il y a 3-4 transformations que je dois faire. Je vais utiliser un custom node. Ça va prendre 2 minutes. Et l'IA est aussi bon. Et des fois, on va dire à l'IA utilise ces nœuds-là pour que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe. Oui. Mais l'IA est vraiment exceptionnelle à utiliser des custom nodes dans les workflows et des MCP nodes. Donc, ça va être fou. Hein. Ouais, ça va être trop bien. Mais déjà, comme toi-même tu disais, la boîte change tous les mois et dans 3 mois ou dans 6 mois, ça aurait encore probablement beaucoup changé. Mais en tout cas, que je revienne. Voilà, exactement. Faudra qu'on revienne. Et peut-être tu passeras pour de vrai à Paris. Ben oui, définitivement. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité de bon matin donc à San Francisco. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai hâte de suivre la suite de vos aventures. Et à une prochaine, j'espère. Ben oui, certainement. C'est moi qui te remercie. Hein. Trop cool. Et le live, je vous fais des bisous. C'était une journée intéressante parce que là, du coup, on est à notre quatrième partie. Ah ouais, wow. Ouais. Grosse journée. Hein. Grosse journée. Donc c'est un test, on fait des tests. Et je vous fais des bisous et puis à une très bonne soirée à vous. Et on se tient au courant pour la suite des tournages, mais vous le serez très prochainement. Bisous.